Kaweb. Collège Chikoun. Bonjour à tous, bienvenue sur Kaweb. Vous êtes en compagnie de Saïri et de Ousmane. Aujourd'hui, nous recevons M. Grégoire Méraud, journaliste indépendant basé à Mayotte. Spécialisé dans le reportage et l'investigation, vous collaborez avec différents médias comme Le Monde, Mediapart, Alternative économique, Blast ou encore Reporter pour évoquer les problématiques de l'île ainsi que ses interactions, notamment à travers les migrations avec les pays alentours. L'humain, ses droits et son environnement sont au cœur de vos différentes productions écrites. Monsieur Méraud, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi de travailler dans les médias indépendants? J'ai choisi de travailler dans les médias indépendants. Je pense que la réponse est un peu dans le nom de médias indépendants. C'est que voilà, l'indépendance et la liberté de ton et une manière de travailler en relative autonomie et liberté est quelque chose d'assez fondamental pour moi et pour la vision que j'ai du journalisme. Euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines limites qui étaient difficiles à dépasser avec des médias classiques. Je ne vais pas voilà, dénigrer leur travail, mais qui n'est pas toujours forcément compatible avec moi, ma vision du travail. Pourquoi avez-vous pris l'humain, ses droits et son environnement comme le cœur de vos problématiques? Parce que je pense que c'est à partir de l'humain, de ce qu'il vit, au plus près de ses réalités, qu'on arrive à mieux comprendre les enjeux d'une société. Je pense que, voilà, je prends par exemple les problématiques d'ici, mais c'est vrai partout dans le monde. C'est auprès de ceux qui sont en première ligne face à des bouleversements, à des drames, mais aussi peut-être avec des histoires heureuses, qu'on arrive voilà, à raconter un monde, parce que c'est eux qui le vivent de plein fouet, dans les bons comme dans les mauvais côtés. Vous êtes un journaliste engagé dans vos articles. Comment le choix de vos sources reflète-t-il votre opinion? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Comment le choix de vos sources reflète-t-il votre opinion? Je pense que voilà, on revient un peu à la question précédente. C'est vrai qu'en me basant sur l'humain en priorité, j'ai plus tendance à aller sur le terrain, à aller rencontrer des gens qui font face directement aux problématiques, plutôt que de me contenter comme source de ce qu'on pourrait considérer comme étant de la communication de la part de diverses institutions. Dans votre dernier passage, le 6 décembre 2020, vous nous dites que les Français avaient moins confiance en les médias. Que pensez-vous de la baisse de crédibilité d'Internet comme source d'information, comme cela apparaît dans le dernier baromètre Kantar, la croix sur les médias? Alors, je pense qu'il y a une relative prise de conscience et une relative prise de distance par rapport à l'information qui peut être diffusée sur Internet ou les différents réseaux sociaux. Néanmoins, cette prise de conscience, elle est relative dans le sens où ça ne guide pas forcément le public vers des médias plus pertinents, qui ont un travail plus vérifié. Donc voilà, on a conscience que les réseaux sociaux peuvent dire des bêtises. C'est pas pour autant qu'on n'y va pas et qu'on ne garde pas ça comme principale source d'information. Donc voilà, c'est un peu la limite, quoi. Depuis le 22 janvier, Mayotte est paralysée par les blocages et par la haine, avez-vous écrit sur un article paru le 27 janvier 2024 sur Mediapart. Selon vous, comment les Mahorais auraient-ils pu exprimer leur insécurité, leur crise économique et migratoire? Alors, ça, c'est pas à moi de le dire, hein. Les Mahorais, je pense que déjà, il faut faire une grosse distinction entre une partie de la population
qui dit parler au nom de tout le monde et la réalité de ce que c'est que la société tout entière dans sa diversité. Donc je pense que déjà il faut faire un peu attention à ça. Après, quel est le mode d'action pour se faire entendre, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est vrai que si vous me demandez mon opinion personnelle, je ne pense pas que ce mouvement en question, en l'occurrence, se soit dirigé vers les bonnes personnes. Je pense que le mal-être de la population mahoraise vient avant tout de la façon dont est gérée et administrée l'île, plutôt que des personnes qui viennent essayer d'y trouver refuge. Pensez-vous que vos reportages peuvent-ils influencer le public et les décideurs? Influencer de manière indirecte, c'est-à-dire que quand on fait ce métier-là, on a la conviction, l'espoir d'éclairer. Donc il ne s'agit pas forcément de dire voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, là, parce que là on sort du cadre du journalisme, mais en revanche il faut permettre à chaque citoyen, chaque personne, d'avoir toutes les clés en main pour comprendre une situation. Et dans une certaine mesure, c'est vrai que parfois, quand il y a une information ou une manière de dire les choses qui est un peu unique, où tout le monde parle de la même voix, bah, c'est important justement d'essayer de contrebalancer un peu ça, histoire de créer un peu de la diversité et de permettre une réflexion plus large sur un sujet. Votre article du 17 avril 2024, Opération Place Nette à Mayotte, un nouveau coup de com' qui produit un effet boomerang, selon vos propres mots, parle des destructions des bidonvilles et de mener des opérations massives. De quelle manière cette opération présente les enfants des bidonvilles vis-à-vis de la presse? Bah voilà, c'est toujours un peu le même sujet, c'est-à-dire que on a tendance à Mayotte, peut-être un peu moins parce qu'on connaît le terrain, mais dans ce qui est relayé à l'échelle nationale, de présenter effectivement les enfants des quartiers comme uniquement des enfants issus de l'immigration, des enfants sans papier et surtout des enfants délinquants. Et ce qui n'est pas du tout vrai, ce qui ne se vérifie pas du tout, parce que en fait, sur le terrain, on se rend compte que malgré les conditions de vie très compliquées de cette jeunesse, il y en a une grande partie qui essaie de s'en sortir avec peut-être le double ou le triple d'efforts de ce que devrait produire un enfant de métropole. Et pensez-vous que ça pourrait évoluer, que l'État ne fait rien? Je pense que ça pourrait évoluer, cependant, en tout état de cause, les politiques gouvernementales depuis plusieurs années, malheureusement, ne vont pas en ce sens. On n'a pas un soutien massif à la jeunesse, on a de cesse au niveau du département ou des différentes collectivités, au niveau de l'État, de dire que la jeunesse de Mayotte, qui représente la moitié de sa population, est une richesse. J'ai tendance à penser que c'est une richesse qui reste aujourd'hui inexploitée et délaissée et qui, premièrement, n'a jamais la parole. On entend très peu les jeunes s'exprimer sur leur quotidien, sur leurs envies, sauf s'ils relaient le discours de la génération qui aujourd'hui a les commandes. Je trouve que c'est très dommage, on s'approche très peu de leur réalité. Et donc à partir de ce moment-là, où cette jeunesse qui pourtant représente la moitié de la population est relativement ignorée et délaissée, il y a un gros problème. Et oui, bien sûr, il faut garder espoir pour que les choses changent. Pour autant, on n'a pas encore complètement ouvert les yeux là-dessus.
Dans vos articles, vous parlez des violences qui touchent Mayotte. Comment expliquez-vous que le 101e département continue de sombrer malgré les différentes mesures prises? Ben, la réponse est un peu dans la question, c'est que est-ce que les différentes mesures prises sont adaptées? Est-ce qu'elles répondent à la question? Est-ce qu'on répond à la violence par une autre forme de violence? Je ne sais pas. Et pensez-vous que Place Net répondrait à ces besoins? Place Net, c'est la petite sœur, entre guillemets, de Wambushu. On a vu les effets que Wambushu avait produits. Je pense que de toute façon, si on se focalise sur une seule méthode qui est voilà, de détruire, expulser, emprisonner, voilà, on ne crée rien, on ne crée aucun espoir, on ne crée aucune porte de sortie, justement, pour cette jeunesse, par exemple. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne fait que mettre la pression sur un foyer qui est déjà ardent. Voilà, on souffle dessus. Je pense qu'à très court terme, peut-être que ça peut en apeurer certains qui vont réfléchir à deux fois avant de commettre des actes malveillants, mais je ne suis pas sûr qu'à long terme ce soit efficace. Je me souviens d'une discussion avec une personne qui n'était pas concernée par une opération de destruction, mais qui était à côté, qui était voisin, et voilà, qui me disait ces enfants-là qui ont 6 à 12 ans, ils voient leur maison se faire détruire, leurs parents se faire expulser sous leurs yeux. Eux, ils vont rester ici. Dans quel état d'esprit ils vont grandir? Si même après ça, après cette opération qui, forcément, quand on est enfant, on est choqué, on est traumatisé. Si après ça, il n'y a pas spécialement d'espoir de s'en sortir, je pense que c'est très compliqué d'espérer que les choses se calment. Et quel espoir pourrez voir ces enfants de 6 ans à 12 ans? Je pense que l'espoir d'un avenir meilleur, c'est déjà quelque chose de très important. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'élèves, la moitié, dit-on, auprès des syndicats, qui sortent du cursus scolaire sans papier, donc ça veut dire sans pouvoir travailler, sans pouvoir faire d'études. Donc ça, c'est quelque chose qu'on comprend très tôt quand on est jeune, hein, parce qu'on voit des camarades qui sont un peu plus âgés, etc., qui se retrouvent dans cette situation-là. Donc là, par exemple, sur ces sujets-là, on n'a pas beaucoup d'espoir. Donc effectivement, les sources d'espoir principales, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, elles gisent dans cette jeunesse. Et je pense que ce n'est pas à la jeunesse de payer des années de mauvaise gestion. Je pense que coûte, même si effectivement il faut peut-être des opérations de sécurité, etc., il faut prendre à bras le corps le sujet de cette jeunesse et ne pas espérer que elle s'envole ailleurs ou quoi. Elle est là, il faut le prendre en compte et il faut à tout prix lui offrir des perspectives d'avenir. Vous nous parliez aussi lors de votre dernière interview sur KWeb des jeunes non scolarisés. En quoi la déscolarisation des élèves est-elle une cause de la violence à Mayotte? Je pense que tu l'imagines assez facilement et déjà il y a l'oisiveté, hein, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que quand tu n'as rien à faire de ta journée, tu te regroupes plus facilement entre bandes. En général, quand tu es déscolarisé, c'est parce que tu as déjà beaucoup de problèmes sociaux et économiques, c'est-à-dire que peut-être que tes parents ne sont pas là, peut-être que tu n'as aucun revenu pour te permettre de te nourrir, etc. Euh, et en plus de ça, donc voilà, on se débrouille. Et en plus de ça, le défaut de scolarisation fait que on n'a aucun cadre. On n'a pas de cadre de pensée, on n'a pas de cadre qui permet de réfléchir à sa condition, de réfléchir
à la société et d'espérer s'émanciper et se sortir de cette situation-là. Donc voilà, quand on est déscolarisé, on a encore moins d'espoir que le reste de la population. Et donc je pense qu'effectivement, malheureusement, ça amène à des conduites qui sont nocives pour tout le monde. Dans votre article du 1er mai 2024 pour Mediapart, vous parlez du plus grand désert médical de France en désignant Mayotte. Depuis le début de l'épidémie de choléra sur le territoire, le 18 mars 2024, 122 cas de choléra ont été détectés avec le personnel médical supplémentaire par l'arrivée des professionnels de la réserve sanitaire. La vaccination et la désinfection des zones touchées par la maladie, pensez-vous que tous les moyens ont été mis en œuvre? Alors, je ne suis pas spécialiste de la question, mais quelque chose qui me semble assez évident, c'est que peut-être qu'on met certains moyens en place aujourd'hui avec la vaccination, avec effectivement la désinfection de certains locaux. Toujours est-il qu'on ne l'a pas empêché de produire ses effets, cette maladie. Alors certes, on pourra toujours dire que s'il n'y avait pas d'immigration, il n'y aurait pas eu de cas de choléra. Cependant, on peut toujours aussi rétorquer que ça n'existe pas un pays sans immigration. Voilà, et puis ça aurait pu très bien être une personne qui arrive de manière légale sur le territoire qui l'aurait importé. Ça a été le cas avec le Covid, par exemple. Pour autant, on voit bien aussi qu'il y a certaines politiques qui empêchent de prévenir ce genre d'épidémie. Le choléra, c'est une maladie de l'insalubrité, c'est une maladie des eaux souillées. Donc je pense que déjà, si on avait un peu répondu à cette problématique de l'accès à l'eau de toutes les personnes, qui est, je le rappelle, un droit fondamental, reconnu internationalement, si on n'avait pas empêché de raccorder les quartiers à l'eau potable, peut-être que déjà on aurait clairement limité la casse. Ensuite, tous les moyens sont mis peut-être sur une réponse immédiate, mais comme tu le dis, ces moyens-là, ils reposent avant tout sur une mobilisation d'urgence de la réserve sanitaire. Donc c'est quelques personnes qui viennent et qui sont affectées uniquement à la problématique du choléra. C'est sûr qu'il faut complètement agir là-dessus, mais on se rend compte qu'on a un hôpital qui est aussi aujourd'hui complètement dysfonctionnel, où les gens ne veulent plus venir travailler pour de multiples raisons. Et je pense que on s'en sortira pas en espérant qu'une poignée de sauveurs viennent à chaque crise. Il faut quelque chose de très, très permanent, penser à long terme sur le sujet de la santé à Mayotte. Mais la santé à Mayotte, il y a la crise migratoire venant des îles d'Afrique, mais vous nous parlez qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Mais il faut aussi savoir que ceux qui vivent dans les rues à Cavani là-bas, c'est comment pour eux? C'est très compliqué, c'est des situations qui ne sont pas normales. Tu parles de ces personnes qui vivent à Cavani, tu parles des demandeurs d'asile ou tu parles des habitants du quartier? Non, des migrants, mais aussi des habitants carrément. C'est une situation qui est extrêmement compliquée pour tout le monde. Toujours est-il qu'on peut aller sur place et constater et dire que tous les problèmes sont la faute des migrants. Mais si on dézoome un peu, on peut aussi se rappeler que de manière internationale, encore une fois, la France a l'obligation de prendre ces personnes en charge. Donc il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Il y a très clairement quelque chose qui n'a pas été fait. Normalement, en France, on est obligé de loger ces personnes qui sont demandeurs d'asile. Et vous sous-entendez que l'État ne fait pas ce qu'il doit faire?
Bien sûr. Bah, si je le sous-entends même pas, je l'affirme. L'État actuellement ne répond absolument pas à ses obligations dans ce domaine-là. Et c'est des obligations qui sont à la fois euh, du ressort de la législation française, mais qui sont aussi au niveau des normes internationales. Comment les jeunes peuvent-ils s'impliquer davantage dans le journalisme et dans la compréhension des enjeux locaux à Mayotte? C'est une bonne question. Est-ce que c'est plus spécifique à Mayotte qu'ailleurs? Je ne sais pas. Je pense qu'en tout cas, à Mayotte, il faut effectivement, si on veut essayer de se développer un œil journalistique, il faut arriver à prendre du recul. Et c'est ça qui est très difficile à Mayotte, c'est parce qu'on vit les choses un peu de plein fouet, hein. Sur tous les gros sujets, on est ou soi-même confronté à cette problématique, ou notre entourage, ou nos proches, etc. Euh, S'ajoute à ça, effectivement, un discours relativement commun qui, pour autant, n'a pas fait changer les choses depuis un bout de temps. Donc, voilà, il faut à tout prix essayer de prendre un peu de recul là-dessus. Et avant voilà, d'espérer se développer en tant que journaliste, il faut surtout développer son esprit critique, aller parler à tout le monde, voilà, essayer de mettre à bas les a priori qu'on peut avoir. On en a tous, c'est normal, il ne faut pas en avoir honte. On a été construit d'une certaine manière, mais il faut arriver à prendre un peu de recul sur les choses. Il faut arriver voilà, à questionner. Hein, c'est pas parce qu'on nous dit quelque chose depuis notre plus tendre enfance que c'est vrai. Et c'est pas pour autant qu'on est obligé de faire la guerre à certains, c'est pas le sujet, mais il faut arriver à développer son esprit critique. Et je pense qu'à partir de là, eh ben on ouvre à la fois dans le domaine des sciences sociales ou humaines, etc., des possibilités comme dans le métier de journalisme. Et puis ensuite, eh ben, je pense que s'il y en a qui ont envie voilà, de se développer dans cette filière-là, il y aura toujours plein de personnes de bonne volonté pour accompagner les jeunes. Il y a aujourd'hui des classes médias comme la vôtre, qui sont des dispositifs super. Alors c'est sûr que tout le monde n'a pas accès à ça, mais petit à petit, voilà, il y a quand même des choses qui se construisent. Et surtout, voilà, peut-être pour en revenir à cette question de développer l'esprit critique avant d'espérer être journaliste, voilà, développer cet œil journalistique impose aussi, je pense, de regarder autre chose que Mayotte. Je pense qu'il faut regarder aussi au-delà, hein. Certes, il se passe beaucoup de choses à Mayotte, beaucoup de choses importantes, etc. Mais il faut essayer aussi de voir un peu différentes échelles, comment les choses fonctionnent ailleurs, comprendre un peu les mécanismes politiques en France, puisque c'est la France qui administre Mayotte, en Europe, parce que ben, Mayotte est une région européenne aussi, mais aussi dans le monde de manière générale. C'est très important, voilà, d'arriver à faire le lien entre quelque chose de local, Mayotte, et ce qui se passe de manière plus globale. Monsieur Méraud, le mot de la fin. Le mot de la fin, bah, ça va être un peu un condensé de ce que je vous ai dit. C'est voilà, il faut essayer de garder espoir. Il faut garder en tête effectivement que la jeunesse que vous représentez, c'est la seule clé d'avenir pour Mayotte et pour le monde en général, je pense. Donc, pour pouvoir justement utiliser cette clé, utiliser vos atouts, il faut voilà, faire des efforts pour s'élever, ne pas forcément voir les choses
tels qu'on vous a demandé de les voir, gardez un esprit critique et gardez voilà, confiance en vous, confiance en l'avenir et faire le bien, et garder en tête de faire le bien autour de vous à travers ça. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur KWeb. Merci à vous deux.